Bonjour, donc nous allons parler aujourd'hui des ondes mécaniques dans la matière. Donc nous avons vu qu'une onde était un déplacement d'énergie. Elle peut se déplacer dans le vide, comme les ondes électromagnétiques, mais aussi dans la matière. La lumière se déplace dans l'atmosphère, donc se déplace dans la matière. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux autres types d'ondes, le son et les ondes sismiques, qui sont deux ondes mécaniques progressives. Nous allons d'abord expliciter les termes mécaniques progressives. Donc pour expliciter le terme mécanique, nous allons réaliser une petite expérience que vous avez certainement déjà vue, la cloche à vide. Donc, sous une cloche à vide, on place un réveil qui est en train de sonner, puis on réalise le vide. Donc ici, nous avons pratiquement réalisé le vide, déjà. Donc, il ne nous reste plus que 76 hectopascales, alors que la valeur atmosphérique normale moyenne est de 1024 hectopascales. Et on va relâcher le vide. En sens, en fait, on va laisser rentrer les molécules d'air sous la cloche. Et on va observer ce qui se passe. On entend légèrement le réveil sonner. On laisse rentrer des molécules d'air. On entend de plus en plus le réveil. Que peut-on en conclure? Donc nous avons observé que lorsque la pression atmosphérique était très faible sous la cloche à vide, le son se propageait que très légèrement. Lorsque l'on a laissé rentrer les molécules d'air sous la cloche à vide, le son se propageait de mieux en mieux. Conclusion, le son a besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se propager. On va appeler ce type d'onde une onde mécanique, c'est-à-dire mécanique qu'il va falloir un milieu matériel pour l'onde pour se propager. Donc, le meilleur exemple, c'est le son. Donc, contrairement à une onde électromagnétique, une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Il y a obligation d'avoir un milieu matériel. Définition d'une onde mécanique progressive. Donc ça correspond à un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans déplacement de matière, mais avec transport d'énergie. Alors qu'est-ce que ça? Il faut faire attention, sans déplacement de matière. Avant le passage et après le passage de la perturbation, la matière se retrouve dans le même état, c'est-à-dire même position, même vitesse, même quantité d'énergie. Ça ne veut pas dire que pendant le passage de la perturbation, il n'y a pas des modifications de ces trois caractéristiques. Ces ondes mécaniques progressives pourront être classées en deux grandes types d'ondes. Donc, nous allons en voir des exemples maintenant. Donc, le premier exemple, ça va être une onde sur une corde. Donc à l'aide de cette animation, nous allons simuler la propagation d'une onde le long d'une corde. Donc la corde correspond aux sphères rouges et bleues ici présentes. Et nous allons perturber à l'aide d'un mouvement de haut en bas des deux extrémités de la corde cette corde. Donc nous allons émettre une impulsion et nous observons que la perturbation se propage dans la corde. Petite remarque, on observe bien que l'état de la corde avant et après le passage est le même. Donc pour cette onde, nous allons afficher le sens de propagation de l'onde. Donc l'onde se déplace bien sur la corde de gauche vers la droite. La perturbation, elle, s'effectue de façon verticale. Donc on observe que le sens de propagation de l'onde est perpendiculaire
au sens de perturbation. Ça va correspondre à la définition du premier grand type d'onde. Donc le sens de propagation de l'onde est perpendiculaire au sens de perturbation. Cette onde sera dite transversale. Deuxième type d'onde, avec l'exemple d'une onde sur une tige. Deuxième type d'onde, les ondes longitudinales. Donc, exemple, avec ce dispositif qui est composé d'une tige métallique fixe et de deux sphères métalliques reliées par un petit fil, donc qui peuvent être mobiles. Donc, à l'aide d'une des deux sphères, on va venir taper sur l'extrémité d'une de la tige et on va observer ce qui se passe. Bon. Qu'est-ce que l'on observe? On observe qu'à la deuxième extrémité, la deuxième sphère métallique se soulève. Donc, que se passe-t-il? En soulevant la première sphère, on confère à cette sphère de l'énergie potentielle. Lorsque l'on lâche cette sphère, cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Lors du choc de la sphère avec la tige, cette énergie cinétique est restituée et donnée aux atomes de l'extrémité de la tige. Les atomes se mettent à bouger dans le sens de la tige et vont conférer aux atomes voisins cette énergie cinétique. De proche en proche, que va-t-il se passer? Eh bien, de proche en proche, cette énergie va traverser la tige pour arriver jusqu'à la deuxième sphère et conférer cette énergie à la sphère. Conséquence, l'énergie cinétique de la tige qui est donnée à la sphère va être transformée en énergie potentielle. La deuxième sphère se soulève. Comment se situe l'onde? Donc le sens de propagation, elle suit la tige. L'onde se propage dans la tige. Et la perturbation, elle, est dans le même sens que la propagation de l'onde. Ce type d'onde sera appelé une onde longitudinale. Donc la propagation, le sens de propagation de l'onde est identique à celui de la perturbation. Il faudra toujours garder à l'esprit qu'une onde qui se propage dans la matière sera obligatoirement amortie. En effet, son énergie va obligatoirement diminuer, soit par frottement, soit par réchauffement, son amplitude va diminuer. Ce qui paraît plutôt logique, si vous possédez une corde très très longue, vous émettez une impulsion sur cette corde, au bout d'une centaine de mètres, l'impulsion ne sera plus visible. La perturbation aura été totalement amortie. Donc, revenons aux deux types d'ondes que nous allons étudier dans cette vidéo, donc les ondes sismiques et le son. On va avoir deux exemples de détection d'ondes mécaniques. Donc la première sur les ondes sismiques. Il existe deux principales types d'ondes sismiques. Donc la première, l'onde P. Si on observe cette onde, on voit qu'il y a une perturbation qui se propage dans la matière. Ceci correspond à la Terre. Donc, premier type d'onde, l'onde P. Si on observe cette onde, on voit que cette perturbation ici se propage de façon longitudinale, c'est-à-dire que le sens de la perturbation est le même que celui de l'onde. Premier grand type, l'onde P. Deuxième grand type d'onde, les ondes S.
On voit que sur ces ondes, hein, la perturbation est perpendiculaire à la propagation de l'onde. C'est une onde transversale. Donc deuxième grand type d'ondes sismiques, les ondes transversales, qui seront appelées des ondes S. Donc deux grands types d'ondes sismiques, les ondes S, les ondes P. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que lors d'un tremblement de terre, hein, à chaque fois, on va placer des objets, des sismographes, qui vont permettre de détecter ces deux types d'ondes sismiques. À chaque fois, hein, grâce à un système que vous allez découvrir juste après dans l'animation, on pourra déterminer quel est le point de départ du tremblement de terre. Je vous laisse découvrir cette animation sur les sismographes, et comprendre le fonctionnement de celui-ci. Donc deuxième type de détecteur, un détecteur que l'on possède tous, l'oreille humaine. L'oreille humaine, hein, permet de détecter les ondes sonores. Donc à l'aide de l'animation suivante, nous allons voir ce qu'est une onde sonore. Donc vous avez ici une baffe avec une membrane qui peut être mise en mouvement par une impulsion électrique. Donc, on crée une impulsion électrique, la membrane se met en mouvement et on observe que les petites molécules d'air se mettent en mouvement aussi. Elles, les molécules d'air, reviennent dans leur état de départ. Il s'agit bien d'une perturbation. Cette perturbation est longitudinale, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans le même sens que la propagation de l'onde. Donc l'intensité sonore correspond à la puissance reçue par unité de surface, c'est-à-dire qu'elle permet de caractériser, entre guillemets, la force d'un bruit. Plus un son est fort, plus son intensité sera forte. Donc, sur le diagramme suivant, qui représente l'intensité sonore en watts par mètre carré en fonction de la fréquence du son, on observe le seuil d'audibilité et le seuil de douleur. C'est-à-dire que l'oreille humaine peut entendre tous les sons qui se trouvent entre les deux courbes. Donc il existe un seuil de douleur, au-delà duquel on peut avoir vraiment des problèmes d'audibilité. Le gros problème de l'intensité sonore, c'est, vous voyez, hein, donc l'échelle va de 10 puissance 2 à 10 puissance moins 12, donc ça va en dessous, hein, environ 10 moins 13, c'est-à-dire que vous avez l'intensité sonore qui s'étale sur 10 puissance 15 environ unités. Ça va être très très compliqué de comprendre correctement cette échelle. Donc c'est pour cela que les scientifiques ont créé une deuxième échelle qui va correspondre à l'intensité, au niveau sonore. Ce sera une échelle logarithmique, ce qui va permettre en fait de mieux comprendre la différence entre deux sons. Donc, le niveau sonore, qui est représenté par grand L, qui va s'exprimer en décibels, est égal à 10 fois le log de I, l'intensité sonore du son, sur I0. I0 sera la référence, c'est-à-dire 1,010 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc pour passer du niveau sonore à l'intensité sonore, il va falloir utiliser un petit peu de mathématiques. Donc on va faire passer le 10 de l'autre côté, et on va utiliser la fonction 10 puissance x, qui est l'inverse de la fonction log. Donc on fait passer chaque membre en 10 puissance, on simplifie, et enfin on laisse passer l'intensité tout seul, ce qui nous donne I est égal à
I0, 10 puissance L sur 10.